Bon, donc on va aborder le dernier séminaire de la saison. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Sébastien Glaise, qui a donc fait sa thèse dans notre groupe il y a déjà 7 ou 8 ans. Oui. Et donc le sujet de sa thèse, c'était la première détection non destructive de photons. Donc c'était une étape importante du travail de notre groupe. Ensuite, il a fait un stage postdoctoral à Palaiseau, dans le groupe d'Alain Aspect. Et puis, il est revenu à l'école normale, au LKB, et maintenant donc, dans les laboratoires du Collège de France, pour travailler dans notre groupe sur l'électrodynamique quantique en cavité et d'autres sujets. Et il va nous parler aujourd'hui des phasés non dynamiques. Donc, je te laisse la parole. Merci Serge. Merci. C'est très impressionnant de parler ici. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous décrire les travaux qu'on a effectués sur la démonstration de l'effet Zénon dynamique. Voilà. Je ne savais pas faire ça en PowerPoint. Donc, sur la démonstration de l'effet Zénon dynamique dans un atome de Rydberg. Donc, l'effet Zénon dynamique, c'est beaucoup une histoire de flèche. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Les 12 travaux d'Astérix. C'est un film un peu vieux, mais ça repasse souvent à Noël, donc c'est possible que vous l'ayez vu. Et il y a, à un moment donné, une épreuve de lancer de javelot, dans laquelle Obélix lance avec toute sa force le javelot. Effectivement, Obélix est très fort, il est tombé dans la potion magique quand il était petit, et donc la trajectoire du javelot, c'est la trajectoire classique d'une flèche qui tourne comme ça autour de la Terre. Le problème de ce mouvement, pour Zénon, ça aurait été de se dire, mais je ne comprends pas, à chaque instant, quand je regarde la flèche est immobile, comment ça se fait que cette succession d'immobilité de la flèche devient à la fin un mouvement? Donc évidemment, pour nous, ce n'est pas très très difficile, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de travaux sur notamment le calcul différentiel et ce genre de choses, qui font qu'on comprend mieux maintenant aujourd'hui pourquoi la flèche peut faire en un temps fini passer par une infinité de positions. Mais à l'époque, c'était compliqué. Et surtout, ce que Zénon ne savait pas, c'est qu'en fait, son analyse était beaucoup plus vraie, non pas dans le monde classique, mais dans le monde quantique. Et dans le monde quantique, il y a un effet Zénon qui consiste exactement à ça, à dire que quand on observe un système, le système ne bouge plus. L'effet Zénon quantique, c'est surtout connu donc, pour une mesure qui gèle l'évolution d'un système. Et pour l'expliquer, on prend souvent l'exemple d'une transition entre un système qui part d'un état final à un état initial à un état final. Et au début de l'évolution, comme c'est la mécanique quantique, l'évolution est linéaire, il y a un hamiltonien, tout ça. Et donc, le départ, la probabilité de trouver l'atome dans l'état final, quand on est dans l'état initial, elle part de 0 et elle a un départ quadratique. Donc, au bout d'un temps t, grand T, on a, si on laisse l'évolution libre, une probabilité alpha t carré de trouver l'état dans le système dans l'état final. Si maintenant on décide de faire un grand nombre de mesures pendant ce temps t, à chaque fois qu'on va faire une mesure, au bout d'un temps t sur n, la probabilité d'être dans l'état final est très faible. Et la mesure quantique va projeter, c'est-à-dire qu'elle va obliger à choisir le système, à savoir s'il veut être dans l'état final ou s'il veut être dans l'état initial. Et comme la probabilité d'être dans l'état final est faible, il y a une grande chance que le système soit reprojeté dans l'état initial. Et là, on recommence depuis le début, on repart avec un début quadratique, et à chaque fois qu'on fait cette mesure, on projette. Et donc finalement, si on veut comparer au bout d'un temps t, qu'est-ce qui se passe? Si on ne fait pas de mesure, on a une probabilité alpha t carré d'être dans l'état final. Si on a fait plein de mesures, on a plein de petites probabilités d'être dans... En gros, à chaque fois, on peut être dans l'état final, mais la probabilité d'être dans l'état final est faible. Et si on somme toutes ces probabilités, comme le départ ici est quadratique, on somme n termes en t sur n carré, et au final, on trouve une probabilité d'être dans l'état final après toutes ces mesures qui varie comme la probabilité sans mesure divisée par n. Donc plus on va faire de mesures, plus on va limiter la probabilité d'être dans l'état final, et donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va geler le système dans son état initial. La mesure quantique répétée gèle le système. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est l'effet Zénon quantique. L'effet Zénon dynamique, c'est la généralisation de cet effet quand la mesure qu'on répète correspond à une observable qui n'est pas une observable avec des valeurs propres non dégénérées, mais quand il y a une des valeurs propres de l'observable qui est dégénérée. À ce moment-là, si on mesure plein de fois cet observable, au lieu de geler l'état du système dans un état bien particulier, on va confiner son évolution dans le sous-espace qui correspond au résultat de la mesure. Le système est libre d'évoluer tant que le résultat de la mesure reste le même.
Plus spécifiquement, si on imagine ici qu'on a un espace de Hilbert que j'ai représenté ici E, chaque point là, c'est un état propre du système. Le Hamiltonien H couple différents états propres entre eux. Si je fais une mesure qui a plusieurs sous-espaces propres, en rouge, alors si je regarde l'évolution sous l'effet du Hamiltonien H en répétant très très souvent la mesure qui reprojette dans un de ces sous-espaces, la dynamique totale du système, à long terme, va être donnée par la restriction du Hamiltonien, un Hamiltonien effectif, qui est la restriction du Hamiltonien H à chacun des sous-espaces. L'évolution est confinée à chaque fois dans un truc là. Alors on retrouve effectivement dans l'effet Zénon dynamique, l'effet Zénon quantique. Par exemple, vous voyez cet état-là, avant il pouvait évoluer, il était couplé à cet état ici, ben maintenant il va rester immobile, il va rester gelé dans son état initial. Mais vous voyez que ce n'est pas la généralité. Les états, a priori, le système peut continuer à évoluer à l'intérieur d'un sous-espace, c'est juste que la transition d'un sous-espace à un autre sous-espace est interdite. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'à l'intérieur, si jamais je prépare un état initial qui est une superposition d'un état ici et d'un état là, le système va continuer à évoluer de façon cohérente, ça ne casse pas la cohérence entre des superpositions quantiques, mais par contre, chaque côté de la superposition va évoluer indépendamment dans l'ensemble qui lui correspond. Alors pour commencer, je vais vous décrire les expériences de QZD en cavité. Et pour resituer peut-être un peu le contexte, je vais donc rappeler nos expériences qu'on avait donc avant à l'ENS et maintenant au Collège de France, qui consistent à coupler des atomes de Rydberg circulaires au mode d'une cavité micro-ondes supraconductrice. Les atomes de Rydberg circulaires, qu'est-ce que c'est? Les atomes de Rydberg, j'imagine que vous savez, c'est des atomes qui ont un très grand nombre quantique n. Et les nôtres, on dit que ce sont des atomes de Rydberg circulaires parce qu'en plus d'avoir un grand nombre quantique n, ils ont un nombre quantique magnétique m qui est maximal. L'avantage de ces atomes, il y en a plusieurs. D'une part, ils ont un long temps de vie, 30 millisecondes, et d'autre part, en fait, même s'il y a beaucoup, dans la multiplicité de nombres quantiques principal n, même s'il y a beaucoup d'états, en fait, les états circulaires ont tendance à être couplés essentiellement entre eux et à ne pas avoir les transitions vers les autres niveaux de la multiplicité. Donc ça fait des systèmes qui sont des systèmes relativement fermés, ici à 2 niveaux. Si on prend un état circulaire de plus, on peut avoir 3 ou 4 niveaux, mais globalement, on reste entre états de Rydberg circulaires. Et d'autre part, donc en fait, on les appelle circulaires parce que la fonction d'onde de l'électron, c'est un électron qui tourne sur un cercle autour du noyau. Et la trajectoire est en fait très très loin, très éloignée du noyau. Et par conséquent, ils ont un grand dipôle électrique, ils vont être très sensibles au champ électromagnétique de la cavité et en fait aussi au champ électrique, le champ électrique statique qu'il peut y avoir dans l'expérience. D'autre part, donc, notre cavité micro-ondes, ce sont 2 miroirs sphériques toroïdaux, l'un en face de l'autre, qui vont définir un mode gaussien d'une cavité Fabry-Perot. Et la qualité des miroirs est telle qu'on arrive avec ces cavités à avoir des temps de vie qui sont de l'ordre de la centaine de millisecondes, donc comparables au temps de vie des atomes et surtout très très grands par rapport finalement au temps de transit classique d'un photon qui ferait des allers-retours, une finesse qui correspond à une finesse de plusieurs milliards. Et donc, le fait que la cavité donc, finalement confine le champ électrique dans une région de l'espace et qu'elle le garde pendant un très long temps, fait que donc, le confinement du champ plus le grand dipôle des atomes fait qu'on a une grande fréquence de Rabi. L'atome et le champ vont échanger de l'énergie avec une vitesse très grande et le temps caractéristique de l'échange d'énergie est très très petit devant les temps caractéristiques de dissipation, soit de l'atome et soit du champ. Alors avec ces expériences, on a réussi à démontrer dans le passé la mesure non destructive du nombre de photons. On peut utiliser les atomes pour compter le nombre de photons dans la cavité. Le problème, c'est que si on veut faire de l'effet Zénon dynamique, ça ne nous intéresse pas de connaître exactement le nombre de photons dans la cavité, parce que mesurer le nombre de photons va projeter automatiquement sur l'état de Fock qui correspond au résultat qu'on trouve. Et donc ça, c'est un sous-espace de dimension 1. Finalement, ça ne permet pas de voir la dynamique à l'intérieur du sous-espace propre de la mesure. Si on veut observer de la dynamique Zénon quantique, il faut vraiment trouver une observable qui a des valeurs propres dégénérées. Et par exemple, il faut poser finalement au système une question qui est plus vague, et on ne va pas lui demander exactement combien est-ce qu'il a de photons dans sa cavité. On va demander au champ, est-ce que tu as exactement S photons dans ton mode? Et j'attire votre attention que finalement, si on pose la question est-ce qu'il y a S photons ou pas, on n'est pas obligé de compter vraiment le nombre de photons dans la cavité, on veut juste savoir s'il y en a S ou s'il n'y en a pas S. Ça, c'est une question binaire, et donc le sous-espace qui correspond à la réponse non,
c'est tout l'espace de Hilbert moins l'état de Fock qui correspond à S photons dans la cavité. Et donc ça, c'est un espace qui est très largement dégénéré. Alors pour observer, pour mesurer le nombre de photons dans la cavité, pour savoir si on a exactement S, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le couplage résonant de l'atome avec le champ électromagnétique. Donc si on prend les états du système atome plus champ, on a deux types d'états. Soit l'atome est dans E et on a n photons dans la cavité, soit l'atome est dans G et on a n, bon ici n plus 1 photons dans la cavité. Et en présence du couplage, si la cavité est exactement en résonance avec la transition atomique, ces deux niveaux sont dégénérés. Et en présence du couplage, ils ne vont plus être états propres. Les états propres du système vont être les états habillés plus n plus 1 et moins n plus 1, qui sont séparés. Il y a une levée de dégénérescence, et cette levée de dégénérescence est proportionnelle à la racine plus 1 du nombre de photons. Et donc, cette différence d'énergie dépend directement du nombre de photons qu'il y a dans la cavité. Et c'est cet effet-là, ce Rabi splitting, qu'on va utiliser pour mesurer s'il y a S photons ou pas. Prenons l'exemple, par exemple, d'avoir 6 photons dans la cavité. À ce moment-là, vous voyez que si on prend l'état plus 7 et moins 7, ils vont être séparés de racine de 7 oméga 0, plus 6 moins 6, racine de 6 oméga 0, plus 5 moins 5, racine de 5 oméga 0. Si je prends un troisième état, un autre état de Rydberg circulaire, mais qui a un nombre quantique différent et donc qui ne va pas être couplé à la cavité parce que ces fréquences de transition ne sont pas résonantes avec la cavité, à ce moment-là, l'énergie de l'atome dans l'état H ne dépend pas du nombre de photons. On a un seul état, H7, H6 ou H5, qui est toujours à la même position. Cette différence d'énergie, c'est l'énergie directement de un photon. Et vous voyez que du coup, si maintenant j'essaie d'induire une transition entre l'état H6 et l'état plus 6, la fréquence de cette transition donc une transition entre H et plus, on va dire, la fréquence de cette transition dépend du nombre de photons dans la cavité. S'il y a 6 photons, je vais avoir 7 fréquences de transition, mais si j'applique une micro-onde avec 7 fréquences et qu'en fait il y avait 6 ou 5 photons, la fréquence va être un peu trop petite ou un peu trop grande, et l'atome, dans l'état H, s'il y a 5 photons ou 7 photons, ne va pas être sensible au fait qu'il y a une micro-onde rouge qui essaie de l'exciter. Évidemment, ça nécessite la possibilité de distinguer finalement entre cette transition et cette transition-là, nécessite d'avoir un long temps d'interaction entre l'atome et le champ, parce qu'on est quand même en train de parler d'une différence entre racine de 6 oméga 0 et racine de 7 oméga 0. C'est très petit. Ici, en l'occurrence, avec les paramètres expérimentaux de notre expérience, c'est environ 5 kHz. Donc si on veut être capable de résoudre spectralement la différence entre cette transition et cette transition, il va falloir utiliser une micro-onde pendant avoir un temps d'application de la micro-onde qui soit suffisamment long pour que la largeur spectrale limitée par Fourier du pulse d'interrogation de la micro-onde soit plus fin que la différence des 5 kHz. Et donc ça, en fait, ça nécessite d'avoir des atomes qui sont beaucoup plus lents que dans les expériences actuelles, où le temps d'interaction est limité à genre 50 microsecondes, peut-être 100 microsecondes. Et là, on a besoin de plus. Donc c'est pour ça qu'on envisage, et on est en train, de construire un nouveau dispositif dans lequel les atomes, au lieu d'être excités sur un jet thermique, vont être préparés. Donc on va avoir une source d'atomes froids ici qui va capturer des atomes et les ralentir, et on va envoyer ces atomes froids dans le centre d'une cavité micro-ondes. Donc ici, on a seulement représenté un des miroirs, l'autre miroir serait par-dessus. Et une fois que les atomes seront au centre de la cavité, on les amènera dans les états de Rydberg. Et en choisissant bien les paramètres de la source, on peut s'arranger pour que le point de retournement donc de la trajectoire parabolique des atomes soit exactement au centre de la cavité. Et on peut espérer comme ça avoir des temps d'interaction entre l'atome et le champ qui sont beaucoup plus longs que dans les expériences actuelles. Alors il y a plusieurs façons d'implémenter l'effet Zénon dynamique. Celle qui est la plus connue, et on va dire peut-être celle qui est historique, c'est celle que j'ai décrite précédemment. Ça consiste à faire une mesure projective. Donc comment est-ce qu'avec mon système ici, je peux imaginer faire une mesure qui mesure s'il y a 6 ou pas 6 photons dans la cavité? C'est relativement simple. Maintenant que j'ai les ingrédients, si je pars avec un atome dans l'état H, je règle la durée de mon impulsion micro-ondes ici rouge pour qu'elle fasse un pulse pi, donc elle transfère avec 100% de probabilité l'atome de l'état H vers l'état plus. À ce moment-là, si la cavité contient exactement 6 photons, l'atome n'est plus dans l'état H, il est dans l'état plus, donc on va le détecter si on le détecte dans l'état E ou G. Si on le détecte dans l'état E ou G, ça veut dire qu'il y avait 6 photons. Si par contre il y a 5 ou 7, enfin un nombre de photons qui est différent de 6, à ce moment-là, l'atome dans l'état H7 ne voit pas la micro-onde parce qu'elle n'est pas du tout résonance avec une transition qui part de cet état.
Donc l'atome reste dans l'état H, et quand je vais détecter l'état dans lequel se trouve mon atome, je vais trouver mon atome dans l'état H. Donc si je détecte G ou E, je sais qu'il y a 6 photons dans la cavité. Si je détecte H, je sais qu'il n'y a pas 6 photons dans la cavité, et c'est exactement la mesure que je voulais réaliser. Le problème de ça, c'est évidemment, ça va me coûter du temps. Et l'idée de la mesure de l'effet Zénon dynamique, c'est quand même de répéter très souvent une mesure à l'échelle de l'évolution cohérente. Et là, si à chaque fois que j'ai besoin de faire ma mesure, j'ai besoin de détecter mon atome, la façon dont nous on détecte les atomes, c'est qu'on les ionise. Et donc à partir du moment où il est ionisé, il est parti, il faut en recréer un. Et le temps de préparation des atomes est quand même relativement lent. Et dans ce genre d'expérience, ce serait vraiment le facteur limitant pour répéter souvent la mesure. En fait, la magie de l'effet Zénon, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de projeter l'atome. En fait, la mesure de von-Neumann est une condition suffisante, mais pas vraiment une condition nécessaire. La seule chose qui est importante, c'est d'empêcher finalement la population de l'état n égale 6 de croître. Alors, je peux l'empêcher de croître en reprojetant régulièrement, donc ça je plotte racine de la norme de 6, de la probabilité d'être dans l'amplitude de probabilité d'être dans 6 au carré, donc la probabilité d'être dans 6, je peux projeter régulièrement l'état 6, enfin je peux projeter le système en dehors de l'état n égale 6, mais finalement ce que je peux faire aussi, il me suffit pour empêcher de créer une population dans l'état n égale 6, il me suffit finalement de déphaser l'amplitude de probabilité d'être dans l'état 6. Donc imaginez que je regarde l'évolution cohérente de mon état. Petit à petit, l'amplitude de probabilité d'être dans 6 croît linéairement. C'est un nombre complexe. Si régulièrement j'applique un pulse, donc ça c'est la technique bang-bang, j'applique répétitivement un pulse qui va changer la phase de 6, donc appliquer un signe moins sur l'amplitude de probabilité, alors vous voyez que je commence à croître, je change d'un signe moins, je me remets à croître, je refais un signe moins, je me remets à croître, je refais un signe moins, et du coup je vais rester aux alentours de 0, je vais empêcher comme ça, en faisant répétitivement des impulsions qui correspondent à un déphasage de pi de l'état n égale 6, je vais empêcher la population de l'état n égale 6 de croître dans mon système. Et donc ça, c'est aussi facile de le faire avec notre dispositif. Il suffit non plus de faire un pulse pi qui va de là vers là, mais faire un pulse de pi. Si vous partez de l'état H6 et que vous faites un pulse de pi, vous savez probablement que le pulse de pi, même s'il ramène l'état initial dans l'état initial, il ajoute un signe moins sur la fonction d'onde. Et ce signe moins va être là si l'atome était dans n égale 6, si la cavité était dans n égale 6, si la cavité était dans 7 ou 5, comme le niveau ne voit pas du tout la micro-onde, le niveau n'est pas du tout affecté par ce pulse de micro-onde, et donc il n'y a pas ce signe moins. Donc en gros, si ma cavité est dans n égale 6, j'ai un signe moins ici, et si la cavité n'est pas dans l'état n égale 6, je n'ai pas de signe moins, et c'est exactement ce que je voulais. Je veux brouiller finalement la phase de l'amplitude de probabilité d'être dans n égale 6. Et en fait, ce qu'on peut finalement montrer, c'est qu'ici, je fais un brouillage très, très, très fin et subtil, je fais exactement un pulse pi, mais en fait, là, j'ai présenté ça comme un nombre réel, une amplitude de probabilité, c'est un nombre complexe, et finalement, je peux juste brouiller la phase de mon amplitude de probabilité en allumant en permanence cette micro-onde. Ça va être suffisant pour que l'amplitude de probabilité passe son temps à tourner, et du coup, quand on passe son temps à tourner, on a du mal à avancer, et donc, appliquer en permanence une micro-onde sur cette transition est suffisant pour empêcher l'apparition de cohérence dans l'état n égale 6. En pratique, dans notre expérience, on va très vraisemblablement utiliser la technique bang-bang parce qu'on utilisera non pas un vrai pulse de pi sur cette transition, mais un pulse de pi composite. Donc on part de cet état-là, on transfère par un pulse pi ici, on s'arrange en appliquant une impulsion de champ électrique pour transférer l'état de l'atome et du champ de plus 6 à moins 6, et on refait un pulse pi comme ça. Et ça a l'avantage que l'effet de light shift, parce qu'il reste un effet de light shift sur les niveaux, l'effet de light shift induit par cette transition-là, qui est décalée vers le rouge pour l'état n égale 7 par exemple, va compenser exactement le light shift de la transition entre cet état-là et cet état-là, qui elle est déplacée vers le bleu. Et donc en utilisant ce pulse composite, on évite des effets de déphasage supplémentaires et c'est plus efficace pour faire la QZD. Alors on n'a pas encore l'expérience, mais on a quand même fait des simulations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc préparer notre cavité dans un état initial, ici le vide, et on va regarder l'évolution du champ dans la cavité en présence de QZD. Alors l'évolution qu'on cherche à observer, la première à laquelle on pense, c'est l'évolution la plus classique possible, c'est de coupler une source externe classique au champ de notre micro-ondes.
Si, en absence de QZD, un tel couplage, si on couple une source micro-ondes classique à la cavité, ça va créer dans notre cavité un champ cohérent, un champ semi-classique. Et ça, c'est très proche finalement de l'analogie du monde classique. Si on couple un résonateur résonnant une micro-onde résonante, on va créer dans ce résonateur un champ dont l'amplitude va croître linéairement avec le temps. C'est exactement ce qui se passe dans le monde quantique. Si on couple à notre cavité une source classique, on a un champ cohérent. Oh là là, j'ai raté mon effet. On a un champ cohérent qui croît. Et en fait, si on fait la QZD, cette fois-ci, si on répète cette mesure en permanence, on voit que le champ cohérent qui commence à croître, au moment où il arrive près de ce cercle, qui est un cercle qui correspond à l'état n égale 6, donc un cercle de rayon racine de 6, on voit qu'à ce moment-là, il commence à sentir qu'il ne peut pas accéder à l'état n égale 6, et ce qu'il fait, c'est qu'il disparaît d'un côté pour réapparaître de l'autre. Et on voit que cet effet, cette QZD, finalement, confine l'évolution de notre champ électromagnétique dans ce cercle d'exclusion. Et on a une dynamique qui est très non classique. Au lieu d'avoir la dynamique classique qui est un champ qui croît linéairement, dont l'amplitude croît linéairement avec le temps, on voit ici que le nombre de photons dans la cavité est borné. Il ne dépasse jamais l'état n égale 6. Alors on peut partir de l'état du vide. On peut aussi partir d'un autre état cohérent. On peut préparer dans notre cavité un champ cohérent, donc injecter quelques photons micro-ondes. Et ici, on s'est arrangé pour que le champ cohérent qu'on prépare soit plus grand que racine de 6, et donc corresponde à des nombres de photons plus grands que 6. Et à ce moment-là, on peut coupler notre cavité à une source classique qui va interférer destructivement avec ce champ cohérent, donc chercher à le diminuer. Et ce qu'on voit, c'est que à ce moment-là, l'amplitude diminue, donc le centre évidemment c'est ici, l'amplitude diminue, et à un moment donné, le champ cohérent va toucher ce cercle d'exclusion et va passer immédiatement de l'autre côté. Donc là, la dynamique xénon quantique, ce cercle d'exclusion empêche l'état du champ de rentrer dans le cercle d'exclusion. Alors si vous n'êtes pas spécialiste d'optique quantique, vous pourriez me dire, oui, mais quand même, dans cette vidéo-là, j'ai vu des choses qui apparaissaient au milieu. Ça, c'est parce qu'en fait, dans ces dessins, dans ces simulations, j'ai tracé la fonction de Wigner du champ. Et la fonction de Wigner donne non seulement la distribution de phase, donc si le champ cohérent est ici ou s'il est là, mais si on a une superposition de champs cohérents, on va avoir des interférences ici qui caractérisent la superposition quantique, la cohérence de la superposition entre le champ qui est ici et le champ qui est là. Et effectivement, quand le champ approche du cercle d'exclusion, qui commence à disparaître ici et qui réapparaît là, on a un état qui est une superposition de deux champs classiques de phases différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un chat Schrödinger dans notre jargon. C'est une superposition de deux états semi-classiques de la lumière. Pour vous convaincre que le champ n'est pas rentré dans le disque de l'exclusion, je peux tracer non plus la fonction de Wigner, mais la fonction Q. À ce moment-là, la fonction Q, c'est directement l'overlap entre l'état de mon système et un état cohérent. Et là, vous allez voir qu'au début, j'ai cet état cohérent. À un moment donné, l'état cohérent va toucher le cercle d'exclusion, il va commencer à disparaître d'ici, réapparaître là, et sur la fonction Q, on voit clairement que rien ne rentre à l'intérieur. Donc la dynamique xénon quantique isole finalement les deux morceaux, les deux parties de l'espace, plus que 6 et moins que 6 photons. Donc, on peut, en utilisant cet effet xénon dynamique, en fait, on peut jouer avec les paramètres aussi et essayer de faire des barrières qui ne sont plus des barrières infiniment, des barrières qui bloquent vraiment l'état du système, mais faire des barrières semi-réfléchissantes. Donc ça, c'est en jouant finalement sur le taux de répétition de la mesure xénon. On peut, en mesurant moins souvent le système, finalement, s'arranger pour que cette barrière soit plus une barrière impénétrable, mais qu'elle laisse passer une partie du champ cohérent. Donc partant de l'état vide, on couple à une source classique. Quand l'état arrive au niveau de la barrière d'exclusion ici, en fait, il y a une partie du champ qui est réfléchie et qui va réapparaître ici, et il y a une partie qui va traverser la barrière. Et ça, c'est intéressant parce que, donc là, j'ai à nouveau ploté des fonctions de Wigner, et vous voyez qu'on voit ici des franges qui traduisent le fait qu'il y a une cohérence quantique entre l'état à l'intérieur du cercle d'exclusion et l'état à l'extérieur du cercle d'exclusion. Donc en fait, la dynamique xénon, elle crée une barrière dans l'espace des phases, mais elle déphase pas relativement ce qui se passe à l'intérieur de ce qui se passe à l'extérieur. Les évolutions sont indépendantes, mais restent cohérentes. Et donc ça, c'est une façon à nouveau de faire un état de type Schrödinger où on a dans notre cavité un champ qui a à la fois deux phases et deux amplitudes différentes. Enfin, on peut utiliser cet effet xénon dynamique pour créer des sortes de pinces optiques dans l'espace des phases. Donc jusqu'à présent,
notre mesure était, je vous ai montré, la mesure que je vous ai montrée est capable de faire un cercle d'exclusion qui est centré au centre de l'espace des phases. Mais si je combine cette mesure avec des déplacements, je peux faire un premier déplacement, faire un cercle d'exclusion au centre de l'espace des phases et refaire un deuxième déplacement. Et ça, en fait, ça va être équivalent, tout ça, à faire un cercle d'exclusion n'importe où dans l'espace des phases, donc ici centré sur une position qui serait la position alpha. Si je sais faire un cercle d'exclusion n'importe où dans l'espace, je peux faire un cercle d'exclusion qui bouge dans l'espace. Et si je prends comme rayon de mon cercle d'exclusion le rayon R égale 1, je capture dans mon cercle d'exclusion exactement la taille d'un état cohérent. Et donc ce que je vais faire, c'est que le cercle d'exclusion que je vais placer ici, je vais petit à petit le déplacer, et en le déplaçant, je vais à chaque fois reprojeter mon état cohérent à l'intérieur de ce cercle d'exclusion, et je peux comme ça m'arranger pour que l'état cohérent suive adiabatiquement le mouvement de mon cercle d'exclusion. Et j'ai là le moyen de déplacer dans l'espace des phases des composantes d'un état de type Schrödinger. Ici, j'avais l'étage cohérent, la superposition de deux états cohérents, moins 2 et plus 2, et avec mes pinces optiques, je prends les composantes et je les amène n'importe où dans l'espace des phases. Et en l'occurrence, ici, je peux amplifier mon Schrödinger et créer un état qui est 4i plus moins 4i. Donc on peut vraiment manipuler a priori avec la QZD les composantes des Schrödinger dans l'espace des phases de la même manière que les pinces optiques finalement manipulent les objets microscopiques dans les laboratoires. Alors, nous, dans notre expérience, on est en train de construire cette nouvelle manip avec une cavité, mais entre-temps, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi essayer d'implémenter cet effet xénon dynamique sur les atomes. Pour ça, il faut revenir au schéma des atomes de Rydberg circulaires. Donc, je vous ai dit, les atomes de Rydberg circulaires sont des atomes qui ont un grand nombre quantique principal n et un grand moment angulaire m. Donc, si je représente dans ce plan où j'ai d'un côté le moment angulaire et ici l'énergie, si je représente la préparation de ces états de Rydberg, partant du fondamental, la façon dont on les prépare, c'est qu'on commence avec 3 photons optiques à monter très haut en énergie. Donc là, il y a une rupture, évidemment, ce n'est pas la même échelle. On monte très haut en énergie, dans un état qui a n égale 52, mais un m qui est encore faible, 3 photons optiques. Et ensuite, on va faire un passage adiabatique qui nous permet de passer de l'état m égale 2 à l'état m égale 50 ici, en faisant absorber 47 photons radiofréquences à 230 MHz, polarisés sigma+. Alors pourquoi la polarisation est importante? Parce que vous voyez qu'une multiplicité, c'est vraiment beaucoup d'états. Et tous les états sont la distance entre deux états voisins, c'est toujours la même. Donc si on veut être sûr en partant de là qu'on va bien arriver ici, et pas qu'on va faire un espèce de chemin compliqué pour aller sur un autre état, il faut bien connaître notre polarisation, avoir une polarisation sigma+, qui ne va coupler que des transitions qui correspondent à une variation de m, delta m égale plus 1. Et donc là, partant d'ici, delta m égale plus 1, c'est là, et ainsi de suite. Quand on regarde, quand on zoome sur les états, on voit que si on part de n'importe quel état de cette barre, de cette diagonale la plus basse, et qu'on applique seulement de la radiofréquence sigma+, notre évolution est confinée ici. On peut oublier complètement les autres états parce qu'ils ne vont pas du tout intervenir. L'évolution reste dans ce sous-espace-là. Alors ici, partant de l'état circulaire, on va être dans cette diagonale, et on peut regarder quel est le Hamiltonien d'interaction, quel est le Hamiltonien qui correspond à l'interaction de notre atome avec la radiofréquence sigma+. Donc pour ça, on calcule les éléments de matrice, et ce qu'on voit, c'est que le Hamiltonien est donné par ce Hamiltonien V, et si vous vous souvenez de vos cours de mécanique quantique, vous reconnaissez immédiatement le Hamiltonien qui correspond en fait à l'opérateur Jx d'un grand moment angulaire correspondant à J égale n-1. Donc, dans ces conditions où on excite notre atome de Rydberg circulaire avec une radiofréquence polarisée sigma+, la dynamique est celle d'un moment angulaire J égale n-1 sur 2, en ayant donc fait la correspondance entre les états, donc on voit les numéros de k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3 sur le long de la diagonale, et en fait, à chaque état k correspond finalement un état propre mj du moment angulaire, avec la correspondance mj égale j-k. Si vous regardez, en fait, il y a une très forte analogie entre un grand moment angulaire et un oscillateur harmonique. Un grand moment angulaire, c'est 2j plus 1 niveaux également espacés.
Et l'oscillateur harmonique, c'est en fait une infinité de niveaux, partant de n égale 0 vers l'infini, qui sont eux aussi uniformément déplacés. Et en fait, on peut un peu voir l'oscillateur harmonique comme la limite du moment angulaire quand j tend vers plus l'infini. Le moment angulaire se représente dans une sphère de blocs généralisée, et l'oscillateur harmonique, son état se représente dans un plan qui, là encore, est la limite. Le plan, c'est la limite de la sphère de rayon infini. Donc si j'augmente j, la sphère ici augmente de rayon. Et à la limite où le rayon devient infini, je retrouve le plan qui correspond au plan de phase de l'oscillateur harmonique. Il y a d'autres analogies. Donc la rotation, l'opérateur déplacement de l'oscillateur harmonique va correspondre dans la sphère de blocs à l'opérateur rotation. L'état cohérent de l'oscillateur harmonique, qui est l'action du déplacement sur le vide, correspond, dans le cas d'un moment angulaire, à ce qu'on appelle un spin coherent state, un état cohérent de spin, qui est l'état du vide ici, ou l'état qui correspond à mj égale plus j, tourné d'une rotation dans la sphère de bloc. Enfin, si on prend ici un état propre qui correspond, donc un état de Fock pour l'oscillateur harmonique, on a vu que ça correspondait dans le plan de phase à un cercle de rayons racine du nombre de photons. Et bien, un état propre ici de l'échelle des niveaux du moment angulaire va correspondre à une latitude dont la position est définie par la projection qui correspond à mj. Donc en fait, la latitude pour laquelle la projection sur l'axe polaire correspond à mj ici. La seule chose que... Donc on voit ici qu'on va avoir une très forte analogie en fait, entre le comportement de notre oscillateur harmonique et le comportement de notre spin j égale n-1 sur 2. La seule chose qu'il faut que je vous montre, c'est qu'on est capable de mesurer, d'adresser sélectivement avec une micro-onde un état particulier de l'échelle des niveaux. Et donc pour ça, on utilise l'effet Stark différentiel. La distance entre deux niveaux ici dans la multiplicité Stark est proportionnelle au nombre quantique principal. Donc les niveaux n égale 51 sont plus espacés que les niveaux n égale 50. Et du coup, l'effet Stark différentiel qui en résulte va nous permettre d'adresser sélectivement un des niveaux de l'échelle ici, parce que vous voyez que la transition qui part de l'état k égale 4 du n égale 51 vers l'état k égale 4 du n égale 50, elle a une fréquence qui est un peu plus petite que la transition entre k égale 3 et k égale 3, et un peu plus grande que la transition entre k égale 5 et k égale 5. Dans nos conditions expérimentales, le champ qu'on applique sur nos atomes pendant les manips, c'est environ 2,36 volts par centimètre. Ça correspond à une fréquence de 230 MHz. Et le détuning ici, la différence entre les transitions 4, 3 et 5 est de l'ordre de 4,4 MHz. Finalement, pour faire nos expériences, donc voilà le dispositif expérimental. On va retrouver finalement les miroirs micro-ondes qu'on avait historiquement, mais ici en fait ce n'est pas du tout des miroirs micro-ondes supraconducteurs, c'est juste des miroirs en cuivre, et leur rôle là est juste de définir le champ électrique statique que vont voir les atomes. Donc c'est deux électrodes en cuivre recouverts d'or sur lesquelles on applique un potentiel électrostatique. Tout autour de ces électrodes, on va avoir 4 électrodes représentées dorées ici. Donc là, il n'y en a que 2, 1, 2, mais il y a les mêmes qui sont symétriques et qui referment finalement notre dispositif. Sur ces électrodes, on peut là aussi appliquer un champ électrostatique, mais surtout, on va appliquer le champ radiofréquence qui nous permet de créer cette radiofréquence à 230 MHz, sigma+. Pour créer une polarisation purement sigma+, ce qu'on a, c'est qu'on a des câbles indépendants finalement qui vont sur chacune des électrodes, et on va régler la phase et l'amplitude du signal qu'on applique, de sorte que le champ, donc en fait on déphase de pi sur 2 le signal qu'on envoie ici, le signal qu'on envoie ici et le signal qu'on envoie sur les deux autres électrodes, de sorte que le champ créé par les électrodes au cours du temps pointe d'abord vers cette électrode, puis vers celle-là, puis vers celle-là, puis vers celle-là, et donc ça fasse un champ radiofréquence tournant qui est exactement, vu que l'axe de quantification est comme ça, qui est exactement le champ sigma+, dont on a besoin pour induire les transitions dans notre échelle de niveau. Le dispositif a deux accès optiques pour des lasers. Donc on a 3 lasers d'excitation dans 2 trajectoires différentes qui intersectent exactement au centre de la cavité. Et évidemment, les atomes, donc c'est des atomes créés par un four, un jet d'atomes thermiques dans le niveau fondamental qui va traverser le dispositif, être amené dans les états de Rydberg ici, interagir avec la radiofréquence créée
par les électrodes dorées, et ensuite sortir du montage et venir dans le détecteur pour être ionisé. Donc ce détecteur, c'est un détecteur qui fonctionne par ionisation. Les atomes de Rydberg étant très proches du seuil d'ionisation, on peut facilement les ioniser. Et en connaissant le champ électrostatique, on peut connaître dans quel état était l'atome. Alors en fait, quand je dis ça, c'est un peu vrai et un peu pas vrai. Il se trouve que les largeurs des pics d'ionisation sont telles que notre détecteur est capable de résoudre des états qui correspondent à des nombres quantiques principaux différents, mais par contre, il ne va pas être capable de savoir dans quel sous-espace Stark on est si on a commencé à peupler différents états, alors pour vous c'est comme ça, différents états de notre échelle de spin. Il n'est pas vraiment capable de distinguer très précisément entre deux états proches de l'échelle en ionisant. Donc si on veut être capable de mesurer la population de chacun des états de l'échelle harmonique de spin, il va falloir trouver une combinaison un peu plus compliquée d'impulsions pour arriver à connaître cette information. Alors, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'évolution de notre spin en l'absence de toute mesure de zéno, en l'absence de dynamique zéno-quantique. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à préparer les atomes dans l'état de circulaire n égale 51 et on va appliquer, pendant un temps donné T1, une impulsion de radiofréquence sigma plus sur les atomes. Ensuite, pour caractériser l'état qu'on a préparé de notre spin, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la population de chacun des états. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas juste ioniser l'atome et avoir cette information. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser là encore le fait qu'une transition entre cet état et cet état n'a pas exactement la même fréquence que la transition entre cet état et cet état. Et donc on va faire un pulse pi, on va faire un pulse pi à cette fréquence-là, qui va transférer dans le niveau n égale 52 les atomes du niveau n égale 51, si et seulement si ils sont dans l'état ici k égale 4. Donc en répétant plusieurs fois l'expérience, impulsion radiofréquence, impulsion pi, mesure de l'état 52, le nombre d'atomes moyens qu'on trouve dans l'état 52, c'est la population moyenne de l'état k égale 4. Et donc on fait ça pour différentes valeurs de k, et on peut reconstruire comme ça l'évolution des populations de chacun des niveaux ici, de k égale 0 à k égale 5, en fonction du temps, en fonction de la durée de l'impulsion radiofréquence. Donc voilà les résultats qu'on observe. On voit que partant du circulaire, donc on peuple l'un après l'autre, le niveau k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, k égale 5. Et en fait, après, quand on continue, on ne détecte plus rien. Et ça, c'est juste parce que quand il n'y a pas d'effet, quand il n'y a pas de dynamique zéno, ici, on a les 5 premiers états d'une échelle qui en fait 51. Et donc forcément, la dégringolade continue. Donc on passe de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Et on s'en va. Et comme nous, on mesure que ces premiers niveaux, on voit qu'à la fin, on ne détecte plus rien. On peut regarder quand même la distribution des nombres K à différents instants. Et on voit ici donc, que ça fait ces inserts ici. La courbe noire, là, c'est la loi poissonienne. Et on voit que la distribution des K dans notre état ici suit bien une loi de Poisson. Et ça, en fait, c'est parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un état cohérent de spin. Et l'état cohérent de spin, quand on est vraiment au voisinage du pôle, c'est comme un oscillateur harmonique. La distribution du nombre de K est vraiment la distribution poissonienne. Et finalement, c'est horrible, donc c'est la sphère de Bloch ici, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que cette évolution-là, c'est l'évolution d'un état cohérent de spin qui correspond à une rotation dans la sphère de Bloch de notre état, un peu comme le javelot d'Obélix qui tournait en permanence autour de la Terre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on essaie de regarder la dynamique zénon-quantique ? À ce moment-là, donc on part toujours de l'état n égale 51, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une micro-onde accordée sur une des transitions entre un des niveaux K ici et l'état n égale 50. Donc ce qu'on fait dans cette expérience, c'est la troisième option dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à faire la mesure continue de l'état en appliquant une impulsion, en appliquant une micro-onde en permanence qui est sélective pour un des états de notre système. Donc l'application de cette micro-onde en fait, va changer légèrement les états, notamment l'état k égale 5, ça c'est le doublé de Hotler-Towns dont Serge parlait tout à l'heure. Cet état va se scinder en deux états et ça va ouvrir finalement un gap qui va faire que si je couple ma radiofréquence sigma plus à mon atome, les transitions sont possibles jusqu'ici, mais ce gap est trop grand pour permettre à l'atome d'aller de là jusque dans les niveaux rouges.
Et donc l'ouverture de ce gap, finalement, va confiner la dynamique de mon atome aux 6 premiers états de mon moment angulaire. Donc là, une fois qu'on a fait notre impulsion pour une durée T1 de radiofréquence, on coupe évidemment la radiofréquence et on éteint la micro-onde, mais on l'éteint de façon lente, de sorte que les niveaux viennent rejoindre adiabatiquement les niveaux en l'absence de micro-ondes. Et là, on peut mesurer à nouveau avec la même technique, envoyer dans l'état n égale 52, la population des états en l'absence de micro-ondes. Et comme le débranchement des niveaux s'est fait de façon adiabatique, la population des états k égale 5, k égale 4, k égale 3 maintenant, donne la population des états qu'on avait, des états habillés qu'on avait tout à l'heure lorsque on avait la micro-onde rouge qui était allumée. Au final, notre séquence expérimentale est la suivante. On commence donc, ici on a le champ électrique qu'on applique dans la cavité, la présence de micro-ondes Zeno, l'impulsion de radiofréquence et une impulsion de probe microwave qui est l'impulsion sonde qui va permettre de mesurer la population d'un niveau particulier de l'échelle des moments angulaires. Et donc vous voyez qu'on commence à allumer la micro-onde ici. Une fois que la micro-onde est allumée, on fait une impulsion de durée T1 de radiofréquence. Ensuite, on va éteindre lentement la micro-onde et on va appliquer l'impulsion qui permet de transférer un des sous-niveaux Stark de la multiplicité 51 dans la multiplicité 1 égale 52 pour mesurer P de K. Si on fait ça en présence de micro-ondes, voilà ce qu'on observe. Donc là, c'est avec la dynamique xénon quantique et j'ai rappelé le graphe de tout à l'heure sans dynamique de xénon quantique pour pouvoir comparer. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on retrouve le comportement qu'on avait dans les simulations de la première partie du séminaire, à savoir, pour les temps courts, finalement, le comportement en l'absence de micro-ondes Zénon et le comportement avec la micro-onde Zénon sont assez proches. On voit que pour 0 et 1, finalement, le comportement est très identique, alors pour 2, qu'on ne voit pas très bien, c'est pratiquement le cas, mais au bout d'un moment, pour 3, 4 et 5, on voit que la dynamique ici est complètement différente de la dynamique en présence de la micro-onde Zénon. Là, à partir de ce moment-là, le système commence à sentir qu'il y a une barrière, il commence à sentir qu'il ne peut pas aller plus loin que k égale 5, et donc la dynamique devient très différente. On peut donc comparer aussi, regarder la population totale. Donc là, d'abord, regardons l'état k égale 0, on voit qu'il part de ici, et après donc, ce renversement, ce retournement, on voit que la dynamique s'inverse, les états se peuplent dans l'autre sens, donc de k égale 5, k égale 4, k égale 3, k égale 2, k égale 1, k égale 0. Et ici, on voit qu'il y a une résurgence du niveau k égale 0 au bout d'un temps 1,6 microsecondes. Alors la résurgence n'est pas complète, et on peut faire la somme de toutes ces probabilités pour connaître la population totale du sous-espace qui est notre sous-espace vert de tout à l'heure, dans lequel toute la dynamique est censée se faire. Et en fait, on voit qu'au début, ça vaut 1, et puis au moment ici du retournement, au moment où le système sent vraiment la barrière, à ce moment-là, il y a une baisse d'environ 20 à 30% de la population, et on a vraiment une courbe en S où on est plat, on a une baisse et on redevient plat. Et ça, c'est en fait les imperfections expérimentales, le fait que notre barrière n'est pas une barrière impénétrable. Je vous ai dit tout à l'heure que selon les paramètres de la barrière, on pouvait faire qu'elle soit complètement impénétrable ou qu'elle soit semi-transparente. Ici, les imperfections expérimentales font que notre barrière n'est pas complètement impénétrable, et donc il y a une petite partie de la population, 20 à 30%, qui fuit dans le reste dans l'autre partie de l'espace de Hilbert. Mais quand même, on voit que cette dynamique a réussi à confiner 80% de la population à l'intérieur de notre sous-espace. Et on peut regarder ici les mêmes histogrammes de distribution du nombre de distribution des cas dans les états à différents instants. Donc évidemment, à l'instant i, on retrouve pratiquement la loi de Poisson, mais très rapidement, pour 2i et 3i, on voit que la distribution du nombre la distribution des cas dans l'état atomique est très différente d'une distribution de Poisson. Elle est très non classique en fait. Et en fait, il faut réaliser que même si ici on a confiné notre spin aux 6 premiers niveaux de l'échelle harmonique du moment angulaire, on n'a pas du tout la dynamique d'un spin qui correspondrait à un spin j égale 3. On a une dynamique qui est vraiment non classique et qui ne ressemble pas du tout à n'importe quelle autre dynamique qu'on pourrait imaginer, dans laquelle on resterait dans les 6 premiers niveaux du spin.
Cet aspect non classique, en fait, est beaucoup plus visible si on regarde la dynamique de Zénon quantique dans l'espace des phases. Donc pour ça, il faut mesurer la fonction Q de notre système. Et la fonction Q, pour un moment angulaire, c'est la probabilité, donc ça c'est l'état, la matrice densité ρ de mon atome. Et la fonction Q, à un facteur numérique près, c'est la probabilité d'être dans l'état k égale 0 si je fais une rotation d'angle θ et φ, enfin une rotation d'angle moins θ et moins φ sur mon état ρ. Donc je prends mon état ρ, je fais une rotation, je mesure la probabilité d'être dans k égale 0. Ça me donne la valeur de la fonction Q à la position qui était ici avant la rotation. Le problème, c'est que dans notre expérience, vous avez vu qu'on met du temps à éteindre la micro-onde pour pouvoir avoir un débranchement adiabatique, et donc ce temps est beaucoup trop long à l'échelle des temps de cohérence de notre spin. Et si on veut, on ne va pas pouvoir finalement éteindre la micro-onde assez rapidement. On ne peut pas éteindre la micro-onde après la préparation de notre état et avant d'effectuer cette rotation. Donc la rotation de la sphère de Bloch, qui a priori est juste l'application de la radiofréquence sigma plus en absence de micro-ondes Zénon, en fait on ne peut pas faire une vraie rotation. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que plutôt que d'éteindre la micro-onde, on va faire une rotation de caractérisation de notre état avec une amplitude de la radiofréquence qui est très grande, de sorte que l'élément de matrice qui correspond à la rotation imposée par notre radiofréquence soit grand devant le splitting créé par la micro-onde Zénon. Et dans ces cas-là, en fait, on peut pratiquement négliger la micro-onde Zénon devant l'intensité de la radiofréquence qui induit la rotation, et on a une rotation qui est pratiquement une rotation idéale. Donc pour caractériser ça, en fait, on a regardé, on a effectué, donc partant de l'état k égale 0, on regarde l'évolution quand il n'y a pas de micro-ondes. Donc là, on a l'évolution des états cohérents de spin de tout à l'heure. Et on a essayé de refaire cette même rotation en présence du couteau micro-ondes. Et on voit que ici, donc le comportement du début est exactement le même. Et ici, on a seulement une petite résurgence du 51 circulaire à hauteur de 10%, ce qui est plus facile à voir en échelle log. Donc on a 10% de la population qui revient. Et ça, finalement, en termes de barrière dans l'espace des phases, ça veut dire qu'on a réussi à avoir une barrière qui est quasiment transparente. Elle ne réfléchit que 10% de la population qui atteint la barrière. Et donc ça veut dire que notre rotation est pratiquement à 90% une vraie rotation. Et ça va nous suffire pour caractériser la fonction Q de notre état. Donc pour mesurer la fonction Q, on va utiliser une séquence expérimentale un peu analogue. Donc on a là toujours notre impulsion de durée T1 qui permet de préparer l'état du système. Et ensuite, on a une deuxième impulsion en bleu de durée beaucoup plus courte, parce que forcément, comme la radiofréquence est beaucoup plus intense, pour avoir les mêmes genres de déplacements, il faut faire une impulsion beaucoup plus courte. Et on peut régler la phase relative entre les deux impulsions pour faire des rotations dans toutes les directions de la sphère de Bloch et pour pouvoir vraiment explorer la fonction Q sur toute la calotte polaire de notre sphère de Bloch. Et ces expériences ici sont faites en mettant une micro-onde sur le niveau k égale 4. Donc voilà les signaux qu'on observe. Donc ça, c'est l'état initial. Donc notre caractérisation, finalement, la fonction Q expérimentale qui correspond à l'état 51 circulaire. Ça, c'est l'expérience et ça, c'est la simulation. Et on va appliquer la radiofréquence pour des temps de plus en plus longs. Et on voit que la distribution du moment angulaire, qui était centrée sur le pôle nord, se déplace vers, on va dire, les latitudes plus basses. Et petit à petit, elle va rencontrer la latitude d'exclusion, qui est en pointillé rouge, et on voit qu'elle commence à disparaître d'ici pour réapparaître de l'autre côté. Et si on continue, on voit qu'elle passe complètement de l'autre côté, elle disparaît d'ici, elle est complètement là, et elle continue son chemin vers le pôle. Et au bout de 1,5 microsecondes, on la retrouve au niveau du pôle. Et donc ça correspond, donc là il faudrait imaginer encore la sphère de Bloch, ça correspond à une dynamique très non classique dans laquelle notre spin, au lieu d'effectuer une rotation complète autour de la sphère de Bloch, il commence à tourner, et quand il arrive au niveau de la latitude d'exclusion, il disparaît ici et il réapparaît là. Et donc ça rappelle les meilleurs moments de la fonction Q.
Toujours pareil, expérience, simulation. À cet endroit-là, a priori, toute notre dynamique est cohérente. Donc, à cet endroit ici, on a une superposition d'un moment angulaire qui pointe dans deux directions différentes de la sphère de Bloch, mais c'est a priori une superposition cohérente, c'est un état de type Schrödinger. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cohérences entre deux états, ça ne se voit pas sur la fonction Q. Pour le voir, il faut observer la fonction de Wigner. Donc ce que nous on a fait, c'est qu'on a caractérisé carrément la matrice densité de l'atome au moment de l'inversion ici, pour pouvoir dessiner à partir de ça la fonction de Wigner qui correspond à l'état. Pour ça, on utilise le même genre d'expérience, sauf qu'au lieu de mesurer, on va faire une rotation et on va mesurer non plus seulement la probabilité d'être dans l'état 0, qui nous donnait ici la fonction Q, mais on va mesurer les probabilités aussi d'être dans l'état k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, k égale 5. Donc ici, il faut comprendre ces graphes comme la couleur finalement du point à cet endroit-là, c'est la probabilité de trouver le système dans l'état k égale 1 après une rotation qui correspond à cet angle de la sphère de Bloch. Avec toutes ces informations, chacun des points ici est une information, est le résultat d'une mesure, et on peut utiliser les algorithmes de Max-Like pour reconstruire à partir de ces mesures l'état complet de la matrice densité finalement du système. Donc juste pour les gens qui voudraient en savoir un peu plus, ici j'ai présenté donc la manip, l'expérience. Ça c'est la simulation. Donc on prépare numériquement l'état de l'atome et on fait aussi la rotation de caractérisation en présence de la micro-onde Zeno. Donc ça c'est pas la vraie rotation, c'est la rotation approchée qu'on fait dans l'expérience, qu'on simule ici. Et on a aussi calculé la même chose si on était capable de faire une rotation parfaite. Et ça vous permet, donc ici vous voyez qu'il y a quand même un accord assez bon entre l'expérience et la simulation, et la différence entre là et là permet de savoir quelles sont dans ces taches de couleur finalement, les features qui sont propres à la vraie matrice densité et quels sont les artefacts qui sont dus au fait qu'on n'est pas capable de faire une véritable rotation. Et vous voyez qu'en fait les dessins sont assez proches, à l'exception peut-être de cette banane ici, et je crois qu'il y a aussi un truc par là. Et globalement, notre rotation n'introduit pas vraiment beaucoup d'artefacts par rapport à ce qu'on s'attendrait si on était capable de faire une véritable rotation. De toute façon, la véritable rotation qu'on effectue en présence de la micro-onde Zeno, c'est ça qu'on va utiliser quand on va définir les POVM pour notre reconstitution de Max-Like. Et donc, la reconstitution prend en compte vraiment les imperfections expérimentales aussi. Et donc ça, finalement, c'est l'état de donc la reconstitution de la fonction de Wigner de notre expérience au moment de l'inversion, quand le spin passe d'un côté à l'autre de la sphère de Bloch. Et ça, c'est la fonction de Wigner de la simulation. Et on voit qu'on a une fidélité mutuelle de 93%, qui veut dire qu'on comprend bien ce qui se passe dans notre système. Voilà, donc pour conclure, on a essayé d'induire l'effet non dynamique d'une flèche. Et donc on peut maintenant faire la version quantique des 12 travaux d'Astérix, et on voit qu'effectivement, la dynamique xéno-quantique, c'est quelque chose d'assez surprenant et d'assez contre-intuitif. On a ici donc montré que faire des mesures répétées du système était capable de confiner l'évolution dans un sous-espace de l'espace de Hilbert. Et dans notre expérience, on voit qu'on obtient une évolution équivalente si au lieu de répéter des mesures, on fait carrément une mesure continue en appliquant en permanence une micro-onde qui touche exclusivement un des états du système. L'évolution sous l'effet de la dynamique Zénon est une évolution très non classique. Donc on a vu que l'évolution conduit naturellement le système dans un état de type Schrödinger. Et donc c'est une façon déterministe de préparer un état de type Schrödinger. Et en fait, c'est des états Schrödinger de l'atome. Et comme nos atomes sont quand même assez sensibles au champ magnétique et au champ électrique, on pourrait imaginer utiliser ces atomes dans des expériences de métrologie où on mesurait le champ électrique ou le champ magnétique avec une précision meilleure que le bruit quantique standard. Enfin, dans les perspectives, on voudrait, donc là, pour l'instant, on a fait des effets dynamiques en appliquant une seule micro-onde Zénon qui découple finalement les états verts des états rouges. Mais dans le futur, on voudrait vraiment avoir une deuxième micro-onde sur une autre transition, de sorte que les effets de light shift qui faisaient que les niveaux ici sont légèrement déplacés, ceux-là aussi, le light shift de cette transition compense exactement le light shift de cette transition, et qu'on ait vraiment une échelle avec seulement un niveau qui sort du lot, un niveau qui serait le niveau barrière, et
on pourrait imaginer avec un tel système induire des évolutions cohérentes entre un état du spin qui est dans cette partie de l'espace de Hilbert et un état du spin qui est dans cette partie-là. Typiquement, on pourrait jouer sur l'amplitude ici de la micro-onde pour faire une barrière semi-réfléchissante, avoir un atome qui part du circulaire, qui traverse, qui est un peu réfléchi, qui passe un peu à travers, et ensuite augmenter la taille de la barrière pour regarder l'évolution du système lorsque les deux espaces de Hilbert sont découplés, mais restent cohérents l'un par rapport à l'autre. Enfin, évidemment, on veut continuer le développement de notre expérience de cavité pour essayer d'observer l'effet xénon dynamique sur la cavité, sur les atomes, sur la cavité, pardon, sur les photons. Et dans un régime où, avec le temps de vie exceptionnel des cavités, on va pouvoir vraiment observer la dynamique xénon sur de beaucoup plus long temps, finalement, voir plusieurs de ces oscillations, plusieurs de ces rebonds de l'état du champ sur le cercle d'exclusion. Et voilà, et sur ce, je remercie donc tous les gens qui travaillent avec moi, et en particulier les gens ici qui ont travaillé sur l'effet xénon dynamique. Merci.